Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'analyse bilan de la séquence autour d'Éric Zemmour des dernières semaines. On va donc parler de plein de sujets différents. D'abord, le climat qu'il y a eu autour de sa pré-campagne, également de sa vidéo de candidature, de son meeting à Villepinte, également des événements avec les antifas qu'il y a eu autour, et puis on parlera aussi un petit peu du futur et notamment du parti qu'il a lancé. Alors tout d'abord, quelques mots sur le climat qu'il y a depuis début septembre, depuis qu'Éric Zemmour est entré en pré-campagne. J'ai été extrêmement surpris de voir à quel point tout le milieu journalistico-médiatico-politique était extrêmement crispé et à quel point il pouvait déchaîner de la haine contre Éric Zemmour. On a eu même certains politiques qui ont clairement dérapé, même si ça n'a pas soulevé l'indignation. On a eu Jean-Christophe Lagarde de l'UDI qui a dit voilà, que autant du RPR, Éric Zemmour se serait pris une balle de la part de Pasqua. On a eu Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, qui lui a appelé à interdire de présidentielle les personnes condamnées pour incitation à la haine, qui a appelé les maires à refuser de prêter des salles publiques pour que Zemmour fasse ses meetings. Donc voilà, on a retrouvé quelque part le Parti communiste totalitaire de la grande époque. Et puis de façon plus diffuse, on a eu également des mobilisations donc à Marseille qui a complètement pourri son déplacement, voire même à l'étranger jusqu'à Londres où quand il est allé rencontrer les Français de l'étranger, il a eu une intervention annulée dans une institution londonienne. Et puis surtout, j'ai été extrêmement surpris de voir, notamment sur les réseaux sociaux, toute la haine qui cristallisait autour de sa candidature, y compris de la part de gens qui d'habitude sont des libéraux libertaires bon teint, et qui pour le coup se lâchaient complètement. On a quand même eu beaucoup de caricatures hein, autour de Zemmour, des gens qui le comparaient à Gargamel, à Gollum, à Nosferatu, ce genre de choses. Alors ça peut paraître anecdotique, hein, surtout que c'est le fait de gens généralement de gauche ou du centre, et pourtant je trouve que ce genre de caricature pose question, puisque elles ont toutes le même principe. Euh, on décrit Zemmour en prenant en exemple un personnage qui est vil, mauvais, qui a de grandes oreilles et un gros nez. Et ces gens, donc, qui d'habitude ne sont pas du tout soupçonnables d'antisémitisme, je trouve quelque part, retrouvent par ces caricatures ben, les vieilles caricatures classiques de l'antisémitisme qu'on a avec la culture chrétienne ou la culture islamique. Sauf que ces gens, qui sont des libéraux libertaires bon teint, des journalistes politiquement corrects, redécouvrent quelque part par l'extérieur, par une forme de convergence évolutive, les caricatures traditionnelles, mais par la culture populaire, par des personnages de films ou de bandes dessinées. Et donc, j'ai l'impression qu'on a une espèce d'antisémitisme spécifique à Éric Zemmour dans ces milieux, antisémitisme qui ne dit pas son nom. Alors ça peut paraître anecdotique, mais je rappelle quand même que dans la présidentielle de 2017, on avait eu un scandale parce que un dessinateur des Républicains avait fait un dessin d'Emmanuel Macron qui avait soi-disant un nez crochu et qui avait déchaîné voilà, des critiques et des procès en antisémitisme. Alors que le dessin, bon, le personnage n'avait pas le nez crochu, il avait juste une bosse sur le nez, puisque Macron a une bosse osseuse, et il est souvent représenté avec cette bosse sur le nez. Et je trouve étonnant que tous ceux qui sont capables de crier à l'antisémitisme pour un dessin de Macron, là, par contre, ne sont pas capables de défendre Éric Zemmour. Et je pense que ça montre, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que réellement ça montre la place qu'occupe aujourd'hui Éric Zemmour dans le paysage politico-médiatique. Il occupe en fin de compte la place de l'ennemi, du bouc émissaire, et de l'ennemi avec un E majuscule, c'est-à-dire que cet ennemi qui, en temps de guerre, réel ou symbolique, eh bien, ne fait plus partie de l'humanité, cet ennemi avec qui on n'est plus obligé d'avoir les règles d'usage morales et éthiques habituelles, et donc avec qui on peut se lâcher. D'où, pour moi, cette espèce de proto-antisémitisme réservé spécifiquement à Zemmour, y compris de la part de gens pourtant d'habitude très corrects et qui luttent contre l'antisémitisme. Et Zemmour a pris cette place parce que, eh bien, elle était vacante hein, depuis une dizaine d'années, avec notamment le retrait de la vie politique plus ou moins de Jean-Marie Le Pen, cette place de diable de la République, pour reprendre le titre d'un reportage de Serge Moati justement sur Jean-Marie Le Pen, cette place de diable de la République eh bien, était laissée vacante puisque Marine Le Pen, en reprenant les rênes du Front National,
a quand même réussi à mettre en œuvre une certaine dédiabolisation, une normalisation, voire même une banalisation du Front national. Et du coup, il devenait compliqué pour toute cette forme de caste politico-journalistico-médiatique qui porte on va dire, les valeurs officielles de notre système, ou du moins qui prend ses propres valeurs pour les seules valeurs audibles légitimement dans la sphère politique et médiatique. Eh bien, ces gens n'avaient plus d'ennemis absolus à dénoncer. Et Zemmour, qui, lui, ne cherche pas du tout de dédiabolisation, qui assume sa radicalité, a pu enfin réincarner quelque part voilà, ces valeurs ces analystes de la droite que Marine Le Pen n'assumait pas. En assumant par exemple les notions comme celle de grand remplacement ou de forme de choc des civilisations, il a pu reprendre voilà, cet habit qu'avait Jean-Marie Le Pen auprès de toute une espèce de nomenclatura journalistico-politique. Et donc, pour tout ce petit monde, aujourd'hui, tout est légitime pour faire taire Zemmour. On lui crache allègrement à la gueule. On a même j'ai vu pas mal même de journalistes qui sont d'habitude très politiquement corrects sur Twitter se lâcher allègrement. Et à travers Zemmour, en fin de compte, ce qu'on veut faire taire aujourd'hui, ce que ces gens veulent faire taire, c'est le ressenti de toute une partie des Français qui ne correspondent pas à leur doxa officielle, hein, globalement libéral, libertaire, adepte de la mondialisation heureuse et du vivre ensemble. Et pourtant, ces derniers jours, justement, est sorti un sondage fait par l'IFOP, et il me semble pour le journal de la LICRA, qui testait justement des affirmations faites par Éric Zemmour auprès de la population, et un sondage qui montrait qu'une partie significative et souvent majoritaire de la population adhérait au constat d'Éric Zemmour. Alors ça ne veut pas dire adhérer à sa personne et à ses solutions, mais qui quand même adhérait au constat sur l'immigration, sur l'insécurité, sur un délitement culturel, ou même sur les racines chrétiennes, par exemple, de l'Europe. Sondage également surprenant, puisque il montrait qu'une partie significative des sympathisants de gauche voilà, étaient d'accord aussi avec ces constats d'Éric Zemmour, et on avait souvent 30 à 40% des électeurs de gauche qui validaient le constat, par exemple sur la nature, voilà, l'origine chrétienne et blanche de la France. Il y avait, je crois, 40% des électeurs de gauche qui étaient d'accord. Ce qui montre au passage la déconnexion totale entre les milieux militants et les bases électorales. Et du coup, quelque part, ce qu'on essaie de faire taire, c'est pas seulement Zemmour, c'est tout le ressenti d'une partie du pays, et dont manifestement toutes ces sphères dirigeantes et influentes aujourd'hui ne veulent pas entendre parler. Et en tout cas, on a fini par arriver à la déclaration officielle de candidature d'Éric Zemmour, une vidéo donc d'une dizaine de minutes sur YouTube, vidéo qui elle-même a été en partie censurée puisqu'interdite au moins de 18 ans, puisque YouTube fait donc sa propre loi et a estimé qu'il y avait des contenus choquants et violents. Et donc cette vidéo, voilà, qui permet à Éric Zemmour de s'affirmer enfin candidat après voilà, plusieurs mois de fausses ambiguïtés. Alors du coup, je vais vous donner un avis personnel. Eh bien, j'ai trouvé cette vidéo intéressante, clairement. J'ai trouvé une partie de cette vidéo, une grande partie de cette vidéo m'a parlé. Toute la première partie, en fait, où Zemmour nous décrit voilà, ces Français qui se sentent plus chez eux dans leur propre pays, qui se sentent étrangers quand ils vont dans une gare, quand ils vont dans un centre-ville. Ça, très clairement, c'est une partie qui m'a massivement parlé. Et ouais, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et si un jour un des sociologues veulent vraiment se poser la question de pourquoi beaucoup de gens voilà, commencent à utiliser l'expression grand remplacement, eh bien, parce qu'ils éprouvent ce genre de sentiment décrit dans cette première partie de la vidéo d'Éric Zemmour. C'est pas parce qu'ils sont bêtes et méchants, mais parce qu'à un moment, ils ont un sentiment de dépossession de l'endroit où ils vivent et où ils ont grandi, et où on leur a appris à la base qu'ils étaient légitimes. Pour le reste, il y a une seconde partie donc dans cette vidéo qui était plus axée autour de la France avec un grand F majuscule, c'est-à-dire les grands personnages, les figures historiques, scientifiques, littéraires. Alors, partie qui personnellement m'a un peu moins parlé, c'est une partie plus «natio» entre guillemets, qui m'a moins parlé parce que, bah, en fin de compte,
j'aurais aimé qu'il parle de cette partie historique, mais qu'il ne parle pas que des grandes figures, parce que je trouve qu'il y a un grand absent dans cette vidéo, dans cette partie historique, qui est le petit peuple, c'est-à-dire ceux qui, depuis des siècles, avant même l'avènement de la République, cultivaient cette terre, l'ont bâtie, y compris physiquement, hein, qui ont construit les cathédrales, les châteaux, les villes, et qui se sont battus pour leur territoire, pour leur terroir. Alors, Zemmour en parle un petit peu, il évoque les poilus de 14, mais c'est à peu près tout. Ce qu'il évoque de ce petit peuple, il parle aussi de Cosette et Gavroche, mais ce sont des figures littéraires. Et donc, voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'allusions, y compris historiques, au petit peuple. Mais sinon, voilà, personnellement, j'ai trouvé cette vidéo voilà, qui est extrêmement voilà, intéressante, qui dit enfin, en fin de compte, ce qu'une partie des gens ressentent, et qui porte clairement, à mon avis, un discours et la voix de personnes qu'on n'entend plus trop, et y compris qui n'est plus portée par le Front national, qui voilà, se refuse à sortir des thématiques, on va dire, 100% républicaines, c'est-à-dire du citoyen avec un C majuscule, celui qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de culture, etc. Et donc, Marine Le Pen s'empêche de parler justement de ce sentiment de dépossession en grande partie. Ensuite, donc, cette annonce de candidature a débouché sur un grand meeting à la fois de clôture de la pré-campagne, qui était une forme de promotion de son dernier livre, et de meeting, justement, de premier meeting de campagne. Premier meeting qui devait donc avoir lieu au Zénith, et qui, pour cause de manifs antifascistes en partie, et apparemment de nombre de personnes voulant y assister, a été déplacé à quelques kilomètres à Villepinte, dans une enceinte plus grande. Alors quelques mots sur justement la mobilisation Antifa, puisqu'il y a eu donc un appel d'une soixantaine d'organisations de gauche, plutôt de la gauche, à faire taire Zemmour. Et chose intéressante, parmi ces 60 organisations, on retrouve plusieurs partis qui eux-mêmes ont des candidats à la présidentielle. On a le NPA, on a le Parti communiste, et le parti de gauche également. Donc, le parti de gauche qui est, voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc tout parti qui veulent bien utiliser la présidentielle comme tribune, mais veulent choisir qui a le droit de s'exprimer ou non. Également, on a des signatures un peu curieuses, comme par exemple plusieurs comités de défense des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Donc des gens qui manifestement sont pour la liberté d'expression en Tunisie, mais pas en France, ce qui est un petit peu incompréhensible, puisque la gauche tunisienne, il y a quelques années, a quand même eu affaire aux islamistes. Elle devrait savoir d'où vient le péril antidémocratique, hein. Enfin, ils ont même eu Chokri Belaïd, hein, qui était le Jean-Luc Mélenchon tunisien, qui a quand même été assassiné par des terroristes islamistes. Donc ces gens-là devraient savoir d'où vient le danger. Apparemment non, pas grave. Également, chose assez significative de notre époque, il y avait parmi les signataires des comités de sans-papiers. Et donc des gens qui ne sont pas français, qui ne sont même pas légalement sur notre territoire, et qui pourtant déjà veulent nous dire qui a le droit de parler ou non. Donc des gens manifestement délicieux, dont on est très pressé qu'ils aient des papiers, voire même qu'ils soient naturalisés, hein, pour pouvoir prendre part au corps civique, et voter, hein. Vraiment des gens qui ont l'air d'être des amours. Donc il y a eu en tout cas ce rassemblement qui a été fait pas très loin du Zénith, qui a été maintenu, mais certains antifas radicaux, donc comme on l'a vu un petit peu à la télé, ont eux fait un deuxième rassemblement, beaucoup plus près de la salle de Villepinte, voilà, avec une quarantaine d'arrestations, des gens qui avaient des cocktails Molotov, des bouteilles d'acide, donc des gens qui voilà, ont pris au pied de la lettre l'appel à vouloir faire taire Éric Zemmour. Alors chose intéressante, après justement ces rassemblements qui ont été ridicules, hein, enfin le rassemblement officiel du coup pas loin du Zénith a regroupé quelques centaines de personnes, voilà, ce qui veut dire quelques dizaines de personnes par organisation signataire, totalement ridicule. Mais du coup, sur les réseaux sociaux, notamment après, on a pu voir qu'il y avait des tensions, hein, entre les différents groupes antifa. C'est-à-dire que les radicaux, donc notamment l'Action antifasciste Paris banlieue, a appelé donc à Villepinte, et a reproché aux plus tièdes, entre guillemets, donc notamment la Jeune Garde, qui est une autre organisation antifasciste qui a été initiatrice de l'appel, de ne pas avoir déplacé l'appel, parce que voilà, du coup, il y aurait pu y avoir plusieurs milliers de personnes pour vraiment faire taire physiquement Éric Zemmour.
Donc il est possible que, voilà, que ces contre-rassemblements qui ont un petit peu fait flop, eh bien, créent des tensions, dans les, temps à venir au sein de la mouvance Antifa entre les tièdes et les plus radicaux. Donc pour ce qui est du meeting de Villepinte en lui-même, qui a d'ailleurs été perturbé de l'intérieur, hein, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment par SOS Racisme qui, s'étonne de se prendre des claques, alors que je pense que, toute personne allant dans un, meeting opposé politiquement pour faire des provoques se prend toujours une claque. Je pense que des militants d'extrême droite qui iraient, dans un meeting de Mélenchon pour, proclamer l'existence du grand remplacement se prendraient des tartes, aussi. Bref, donc ce meeting de Villepinte, en lui-même maintenant. Alors meeting qui a duré, 3 heures, qui était, au début annoncé plutôt autour de 2 heures, parce qu'un commentateur disait, 1 heure, d'intervenant, puis 1 heure avec Éric Zemmour. Alors du coup qui a duré, 3 heures, donc une première heure et demie qui a été consacrée à un nombre, impressionnant d'intervenants. Donc globalement, on pourrait dire tous les alliés et tous les ralliés à Zemmour. Donc que ce soit des partis ou des individus, vous avez eu, Jean-Frédéric Poisson pour, VIA, donc l'ancien parti chrétien-démocrate. Vous avez eu, Paul-Marie Couteau, vous avez eu, les gens de Sens commun, enfin de mouvement conservateur et des proches d'Éric Zemmour qui portaient sa candidature. Alors honnêtement, 3 heures de meeting et personnellement, j'ai regardé ça sur internet, hein, je suis pas allé physiquement, j'ai trouvé ça un petit peu long quand même. Très honnêtement, enfin la 1re heure, heu, constituée de plein d'interventions, de gens qu'on connaît pas en plus, j'ai trouvé ça un petit peu long. Je pense qu'il aurait fallu, condenser ça à 1 heure et réduire le nombre d'intervenants pour, permettre en fin de compte que les intervenants qui, bah, vraiment aurait parlé soit un peu plus identifiable. Parce que là, je vous avoue qu'il y a dû y avoir quasiment une dizaine de personnes qui ont parlé. Je ne suis pas capable aujourd'hui d'identifier ceux qui n'étaient pas identifiables avant le meeting. Donc à mon avis, il aurait fallu qu'il y ait quand même moins d'intervenants pour donner un petit peu plus de portée à ceux qui justement s'expriment et pour commencer à les faire émerger en fin de compte dans la sphère, zémourienne pour qu'ils puissent ensuite servir par exemple d'orateurs, nationaux dans, différents rassemblements, là où par exemple, Zemmour ne peut pas aller lui-même parce que dans une campagne présidentielle, on ne peut pas couvrir, l'ensemble du territoire. Et là, du coup, ça fait beaucoup de monde dont on ne se souviendra, pas forcément. Alors c'est un petit peu nécessaire parce que c'est un premier meeting, il fallait, remercier tout le monde et donc tous les alliés et les ralliés devaient avoir un petit peu leur tribune, en guise de remerciement. Mais bon, il faut espérer quand même que les prochains meetings ne seront pas, comme ça, hein. S'il y a des premières parties, il faudra quand même réduire largement, à mon avis, le nombre, d'intervenants pour les rendre, ne serait-ce que pour eux-mêmes, quoi, pour les rendre, plus audibles. Et donc ensuite, on a eu 1 heure, et demie donc, d'Éric Zemmour, de 17h30 à 19h. Alors au début, honnêtement, j'ai un petit peu craint, sur la première demi heure puisque, cette première demi heure a été un petit peu, consacrée à une forme de management et de communication vis-à-vis des sympathisants et des militants, où, Éric Zemmour s'est posé, voilà, en adversaire, des médias, où il a glorifié, ouais, les gens qui l'ont rallié, ces militants de terrain. Heu, c'est grâce à vous que je suis là, ce genre de choses et ça a duré comme un petit peu une demi heure, voilà, cette espèce d'aspect managérial. J'ai trouvé d'abord pas très à l'aise, pour l'instant, sur ce genre de choses et ça a été quand même un petit peu long. Une demi heure, ce genre de choses, j'ai trouvé qu'il se répétait. Alors, du coup, j'ai un petit peu craint, je me suis dit: «Aïe, si, tout le meeting est comme ça risque d'être un petit peu compromis, un petit peu, il va passer à côté de son meeting» et heureusement, à partir de 18h, quand il a commencé à dérouler, un petit peu, ses propositions, à faire le programme et à expliciter les choses, c'est-à-dire à faire, ce qu'il avait fait un petit peu dans la vidéo de 10 minutes, mais en beaucoup plus long pour, donner du contenu. Et bien là, par contre, là, effectivement, j'ai retrouvé un petit peu le Zemmour qu'il y avait dans cette vidéo où il y avait un souffle quand même, voilà, forme d'exaltation, voilà, on sent qu'il est plus à l'aise, qu'il est, plus convaincant, qu'il est, plus convaincu que dans l'exercice purement, politicien de communication. Donc du coup, ça va. Bon, j'ai été rassuré à partir de 18h en disant: «Bon, d'accord, là, c'est bon, il retrouve son terrain, il a ses marques».
Donc, en fin de compte, voilà, pendant ce meeting, il a également annoncé également la création de son propre parti, Reconquête. Alors pour moi, la structuration de ce parti est extrêmement, importante pour Éric Zemmour, parce qu'aujourd'hui, derrière lui, il n'y a que des individus et des partis extérieurs. Il n'y a que, grosso modo, le parti, chrétien-démocrate, VIA, qui est, structuré nationalement et qui est capable, eh bien, de porter, la parole d'Éric Zemmour sur le terrain. Il est donc extrêmement important, pour lui d'avoir sa propre force pour ne pas dépendre d'alliés extérieurs qui peuvent, à un moment, faire des revirements d'alliance ou, lui imposer, des éléments programmatiques en raison du rapport de force. Alors ce parti Reconquête, aujourd'hui, alors il a à peine une semaine d'existence, mais revendique une quarantaine de milliers de personnes. On n'en connaît pas encore, la structuration. Et à mon avis, il va falloir qu'ils fassent, assez vite. Grosso modo, ils ont 2 mois avant, voilà, avant le début de la campagne présidentielle pour que ce parti ne soit pas juste un rassemblement d'individus, mais soit une force qui puisse réellement, porter la parole de Zemmour sur le terrain. Et du coup, eh bien, également, ce parti, c'est important puisque c'est ça qui permet aussi de faire remonter à partir de la base, eh bien, les échos du terrain vers le candidat. Parce que, dans une élection, hein, le candidat fait certes des propositions, et parle au peuple, mais il faut aussi qu'il y ait des éléments qui permettent de faire remonter, eh bien, la façon dont est ressentie, parmi les électeurs, telle ou telle proposition, tel ou tel, «dérapage» entre guillemets. Parce que sinon, la seule écho de la population et de l'électorat qu'il peut avoir est à travers les médias, et surtout, voilà, et les médias n'étant, pas très, fans d'Éric Zemmour, ils vont fatalement, donner un écho, négatif à chaque situation. Donc il faut que, Éric Zemmour puisse avoir un baromètre beaucoup plus, proche du terrain et normalement, c'est le rôle, d'un parti de faire ce genre de choses et pour cela, il faut qu'il soit structuré, que les collectifs, locaux, départementaux soient suffisamment bien, coordonnés pour, que l'information et le matériel, militant circulent dans les 2 sens. Donc pour l'instant, bien, je ne peux pas vous en dire plus, sur la question parce que je ne sais pas, on ne peut pas encore trouver les statuts et les modes de fonctionnement, ni même, il me semble, l'organigramme, du parti, Reconquête, sur internet. Également, une, dernière, remarque qui est liée, alors, un petit peu comme, le 1er point de cette vidéo, qui est liée, au climat qu'il y a aujourd'hui autour, d'Éric Zemmour. À vrai dire, je suis extrêmement, inquiet de, l'ambiance générale. Et notamment depuis le meeting de Villepinte où on a vu que la gauche était vraiment déterminée, enfin la gauche de la gauche plutôt, était réellement déterminée à faire taire Zemmour, y compris physiquement. Heu, Parce que bon, entre les manifs, et le meeting qui a été, perturbé à plusieurs reprises, c'est quand même pas très bon signe. Moi, de mémoire, je n'arrive pas à me rappeler d'élection présidentielle qui ait été aussi tendue, comme ça, même à l'époque où il y avait Jean-Marie Le Pen et les antifas en face. On est quand même encore à 4-5 mois de la présidentielle et déjà je trouve ça assez inquiétant. Honnêtement, qu'est-ce que ça va donner à partir de février-mars quand tous les militants vont se retrouver, quel que soit leur parti, aux mêmes endroits pour coller les affiches et sur les marchés pour distribuer les tracts? Vu la situation, les tensions qu'il y a déjà aujourd'hui avec les antifas et la gauche de la gauche, enfin, honnêtement, on risque d'avoir des épisodes de violence et on va avoir une campagne qui va être émaillée, d'incidents. Alors déjà, certainement sur les meetings, mais aussi, partout localement sur le terrain avec des gens qui vont finir par en venir aux mains. Enfin, si les antifas, ou la gauche de la gauche s'amusent, à faire, partout ce qu'ils ont fait là avec Zemmour, enfin ils vont dégager, les colleurs d'affiches et les gens qui distribuent les tracts pour Éric Zemmour, enfin, ça va en venir aux mains, à un moment ou à un autre, quoi. Et honnêtement, je ne comprends pas, qu'aujourd'hui, notamment le ministère de l'Intérieur, qui est aussi chargé de la bonne tenue, des élections, ne tape pas du poing sur la table. Pourquoi ils n'ont pas, commencé déjà, enfin, déjà, la question des organisations antifascistes elles-mêmes, donc notamment la Jeune Garde et ce genre de choses, on sait très bien que, dès qu'il y a des manifs face à l'extrême droite, ça dérape. Pourquoi ces organisations ne sont pas aujourd'hui dissoutes? Hein, Génération Identitaire a quand même été, dissous pour moins que ça. Il n'y a jamais eu de violence physique avec, Génération Identitaire. Et pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas, convoqué une partie des organes les plus importantes qui ont appelé à faire taire Éric Zemmour, pour leur expliquer qu'à un moment, va finir par y avoir, entrave à la liberté d'expression et donc qu'ils vont finir par se prendre des procès, quoi.
Parce que là, honnêtement, moi, sur ce côté des tensions et des violences, enfin, j'ai l'impression que ça augure quand même extrêmement mal pour la période février, mars-avril. Honnêtement, si tout le monde s'amusait à faire comme le fait l'extrême gauche, à faire taire ses ennemis politiques, enfin, ce serait le chaos total. Imaginez, à l'extrême gauche perturbe les meetings d'extrême droite ceux d'extrême gauche, et le centre, lui, voilà, perturbe les meetings de gauche et de droite. Résultat, plus personne ne peut s'exprimer et la démocratie prend l'eau. Et en quelques mois, enfin, tout le monde arrive à la conclusion que bah, comme on ne peut plus s'exprimer démocratiquement, bah, il faut passer par la violence et en quelques mois, on basculerait dans une véritable guerre civile, quoi. Du coup, je comprends réellement pas qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur ne prenne pas de décision pour calmer le jeu, notamment du côté des antifas. Et quelque part, je me demande si, voilà, si Zemmour va arriver en un seul morceau au premier tour, quoi. Parce qu'honnêtement, vu comment déjà s'est passé le premier meeting, on peut craindre le pire. Donc, en tout cas, voilà pour mes différentes remarques sur toute cette séquence autour d'Éric Zemmour. Voilà, j'espère que ces, toutes ces remarques nous auront intéressés, vous auront un petit peu éclairé. Alors également, cette vidéo est tournée vendredi, donc suite à l'émission Élysée 2022 de jeudi soir. D'habitude, je ne regarde plus ces vidéos ce genre d'émission depuis longtemps, puisqu'en fin de compte, tout le monde passe son temps à couper la parole, les journalistes jouent les procureurs politiques. Du coup, j'ai quand même regardé celle d'hier avec Eric Zemmour, et bon, bah, c'est exactement ça, hein, c'était un procès politique, tout le monde se coupe la parole, Léa Salamé se prend pour un procureur, donc j'ai pas grand-chose à dire sur cette émission. Très honnêtement, je ne vais pas en regarder beaucoup plus pendant la présidentielle, c'est clair. Je sais pas vous, mais moi je sature de ce genre d'émission où les gens ne sont plus foutus de débattre en laissant l'autre finir sa phrase. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ça, je vous dis à la prochaine.